c'est un acte d'égalité. Il s'agit du mariage tel qu'il est actuellement dans notre code civil. Le mariage tel qu'il est institué actuellement dans notre code civil. Il ne s'agit pas d'un mariage au rabais. Il ne s'agit pas d'une union civile soi-disant aménagée. Il ne s'agit pas d'une ruse. Il ne s'agit pas d'une entourloupe. Il s'agit du mariage en tant que contrat entre deux personnes, en tant qu'institution. Parce que l'on nous explique pourquoi deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées, qui ont vieilli ensemble, devraient consentir à la précarité par une fragilité, voire une injustice, du seul fait que la loi ne leur reconnaît pas les mêmes droits qu'à un autre couple aussi stable, qui a choisi de construire sa vie. Alors, disons les choses. Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever aux couples hétérosexuels? Alors, s'il vous plaît, vous refusez des droits à des enfants que vous choisissez de ne pas voir. Vous refusez des droits à des enfants que vous choisissez de ne pas voir. Sauf une réelle difficulté à inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà et les incluront de plus en plus. Et vous serez bien mal à l'aise lorsque, par curiosité, ils viendront voir les comptes rendus de nos débats. Ce mariage, qui a été une institution d'exclusion, en incluant dorénavant les couples de même sexe, va enfin devenir une institution universelle. Enfin, le mariage devient une institution universelle. Alors, vous pouvez continuer à refuser de voir, vous pouvez continuer à refuser de regarder autour de vous, vous pouvez continuer à refuser de tolérer la présence, y compris proche de vous, y compris peut-être dans vos familles, de couples homosexuels. Vous pouvez toujours conserver le regard obstinément rivé vers le passé, et encore, en regardant bien le passé, vous trouverez des traces durables de la reconnaissance officielle, y compris par l'Église, de couples homosexuels. Vous avez choisi de protester contre la reconnaissance des droits de ces couples, c'est votre affaire. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Et nous sommes si fiers de ce que nous faisons que je voudrais le définir par les mots du poète Léon Gontran Damas. L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel, assiégée à l'aube, voit enfin s'épanouir les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue. Merci à vous. Merci, Madame la garde des Sceaux.
Le Premier ministre s'est très clairement exprimé il y a quelques semaines à propos de la PMA. J'ai constaté que vous n'entendez pas, que vous ne lisez pas, et que par conséquent, peut-être que l'exploit est au-dessus de mes forces. J'ai d'ailleurs noté dans votre tribune, Monsieur de Mazières, que j'avais été hissée au rang d'éminente juriste 8 mois après que j'ai été ignorante de toute question du droit. Je trouve que c'est un bel encouragement pour les étudiants de droit dans ce pays. Vous avez prétendu que je vous ai traité d'hypocrite. Je redis, mais le compte-rendu fait foi. Le compte-rendu fait foi. Je dis, mais puisque le mariage des homosexuels n'enlève strictement rien aux hétérosexuels, posons les mots sur des sentiments et des comportements. Et je maintiens que je pose des mots sur des sentiments et des comportements. Et je dis que oui, il reste hypocrite de faire semblant de ne pas voir ces familles homoparentales et ces milliers d'enfants qui sont exposés au regard social réprobateur. Vous nous parlez des effets psychologiques sur les enfants, mais les effets psychologiques, ils sont d'abord sur le regard social, ils sont d'abord sur la discrimination, ils sont d'abord sur le rejet, ils sont d'abord sur le refus d'une citoyenneté. Alors oui, nous le refusons. Et je suis désolée de vous déplaire si par hasard il vous est arrivé de penser que je vous traitais d'hypocrite. Allez. Vous nous parlez de l'intime. Pardon, Monsieur le ministre. Sur l'intime, Monsieur le ministre. Nous faisons le devoir de réfréner nos élans, de réfréner nos sympathies, de réfréner nos aversions, parce que nous statuons en droit. Et il s'agit ici de droit et de liberté. Merci. Olivier Dussopt, merci de mettre autant de force et en même temps autant de, j'allais presque dire, de tranquillité dans l'affirmation de très grands et très beaux principes. Merci de nous rappeler le désarroi de nombreux adolescents à un âge où ils s'interrogent sur de nombreuses choses, où ils sont troublés par de nombreuses questions et où ils sont troublés en particulier par celle-ci. Et je voudrais saluer à cette occasion le travail extraordinaire que fournissent des associations et en particulier l'association Le Refuge. Cette association Le Refuge qui accueille ces jeunes et qui leur permet de se poser, de se retrouver, de ne pas sombrer dans la désespérance. Et nous savons que cette désespérance n'est ni factice, ni temporaire, ni passagère, parce qu'il arrive qu'elle aboutisse au suicide. Monsieur Fillon, Premier ministre pendant 5 ans, nous a parlé du droit de l'enfant. Peut-être qu'il faut en redire des mots, du droit à l'enfant, pardon. Il faut en dire du mot. C'est un slogan extrêmement terrible parce qu'il passe son temps à introduire de la confusion. Il n'y a jamais eu de droit à l'enfant dans ce pays. Et parmi les innovations très particulières qui ont surgi de la période précédente du débat, à ce débat, il y a eu le surgissement, l'irruption d'un droit à l'enfant que personne ne réclame, qui n'est reconnu partout, qui n'existe nulle part. Pour les couples homosexuels comme pour les couples hétérosexuels, il y a la procédure d'adoption dont la vie générale, et pas juste à l'occasion de nos débats, la vie générale depuis plusieurs années est que cette procédure est extrêmement rigoureuse et même, selon l'avis de certains, trop rigoureuse, qu'elle serait restrictive. C'est cela la procédure d'adoption. Il n'y a donc pas de droit à l'enfant, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas d'enfant jouet, il n'y a pas d'enfant cobaye comme je l'ai entendu. Il y a des enfants qui peuvent être accueillis dans une famille, qui peuvent être accueillis par un célibataire, homme ou femme. Il y a ces enfants-là, mais il y a surtout dans ce pays un État
une puissance publique, l'État et les collectivités, une puissance publique qui veille à l'intérêt de l'enfant. Et ça n'est pas propre à la gauche. C'est un élément stable du droit français. Monsieur Fillon était Premier ministre durant 5 ans et il vient ici à l'Assemblée nationale, dans une institution de la République, nous expliquer qu'une circulaire va faciliter l'acquisition de la nationalité à des enfants français. Parce qu'il s'agit d'enfants français. On sait en plus que de 2008 à 2011, vous le savez, ce sont les chiffres du précédent quinquennat. Il y eut 44 cas litigieux, que sur 2012, il y a 11 cas litigieux. Vous nous faites des heures sur un non-sujet pour 10 cas litigieux. Bon, vous avez le droit, bien entendu, bien entendu. Monsieur Goasguen et Monsieur Fillon me disent la circulaire, elle est adressée aux procureurs généraux, aux procureurs et aux greffiers, parce que le garde des Sceaux s'adresse au parquet et certainement pas aux présidents qui sont des magistrats du siège, s'adresse donc aux parquets, procureurs généraux qui sont tout simplement la hiérarchie du ministère public, aux procureurs et aux greffiers qui vont exécuter cet acte administratif qui n'attribue pas la nationalité, mais qui délivre un certificat. 38 ont été confirmés par décision de justice. Votre majorité n'a pas poursuivi les pères. Et je vous dirais, moi, que vous avez eu raison de ne pas poursuivre les pères. Pour la simple raison, voilà, et que le Code civil indique très clairement, en son article 25, que dans les cas de déchéance de nationalité, il faut veiller à ne pas faire de la personne déchue une personne apatride. Vous avez donc eu raison de ne pas poursuivre les pères. Alors vous pouvez évidemment, pendant 2 semaines, nous demander de les poursuivre, en tout cas pour les 10 de l'année 2012. Occasion d'ailleurs, grâce à des questions posées par la majorité, vous vous en souvenez, mais Monsieur Mariton, j'ai peur de vous poser une question, en tout cas de vous prendre à témoin pour ne pas provoquer un rappel au règlement. Donc je me calme et je me tourne et lorsque Monsieur Azero nous dit que parce que au temps de l'esclavage, les couples n'avaient pas le droit de se marier. Ils n'avaient pas le droit de se marier parce que chacun était un bien meuble. Tel qu'énoncé dans le Code noir, les esclaves étaient des biens meubles et faisaient partie en cette qualité du patrimoine de leur maître. Il est certain qu'on ne marie pas les meubles. Il est certain qu'on ne reconnaît pas aux meubles le droit de se marier. Mais si le mariage était interdit au temps de l'esclavage, c'est parce que ces personnes n'étaient pas reconnues dans leur intégrité humaine, dans leur qualité de personnes humaines. Et c'est justement parce que nous portons la mémoire de cette histoire, c'est parce que nous portons encore la mémoire vive, qui se ranime toute seule de cette histoire, que nous supporterions moins encore que le mariage fût refusé aujourd'hui à des personnes dont on douterait peut-être simplement. Il ne peut y avoir de rupture du pacte républicain entre la France et les Outre-mer. Pas sur la liberté, pas sur les libertés. Les esclaves ont détruit le système esclavagiste au nom des libertés individuelles. Merci Madame la garde des Sceaux, merci mes chers collègues.